Le 28 décembre 1883, Shelbyville, Illinois. À l'intérieur d'une remise à bois froide, située dans la cour arrière d'un immense manoir victorien, l'air glacial s'infiltre par les interstices des murs en bois. Sur un bureau de travail rudimentaire, parmi les copeaux et la sciure de bois, sont disposées des bobines de fil de cuivre rigide, des règles, des pinces et plusieurs assiettes fragiles en porcelaine. Une femme, vêtue d'une robe sombre et stricte qui contraste avec l'environnement sale de l'atelier, se penche au-dessus du bureau. Ses doigts, habitués aux dentelles fines et aux tissus coûteux, sont maintenant tachés de poussière et de copeaux de métal. Elle mesure méthodiquement le diamètre de chaque assiette, de chaque tasse et soucoupe, notant soigneusement les résultats dans un carnet. Cette femme s'appelle Joséphine Cochrane, et en ce froid jour d'hiver, elle est sur le point de créer un appareil qui changera à jamais la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde entier. Pour comprendre comment une mondaine s'est retrouvée dans une remise non chauffée, un outil à la main, il faut remonter quelques années en arrière, à une époque où le travail domestique était épuisant et où les dîners de réception étaient la principale mesure du statut social. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les États-Unis d'Amérique traversaient une période de croissance économique rapide. Joséphine, épouse de William Cochrane, un marchand prospère et homme politique local, menaient une vie digne de l'élite de l'époque. Leur maison à Shelbyville était le centre de la vie mondaine de la ville. Imaginez un dîner typique des années 1870. Ces événements étaient de véritables mises en scène théâtrales. Le repas pouvait comprendre 7, voire 10 services. Les tables étaient garnies de soupières, de saucières, d'assiettes à hors d'œuvre, d'assiettes à poissons, de plats principaux, de coupes à dessert et d'une multitude de verres pour différents types de boissons. Le service d'une seule soirée pour une vingtaine d'invités nécessitait plus de 200 pièces de vaisselle. Et ce n'était pas de simples ustensiles. La fierté de Joséphine était un ancien service incroyablement cher en porcelaine des plus fines, dont l'histoire remontait au XVIIe siècle. Cette vaisselle se transmettait de génération en génération et constituait une véritable relique familiale. Cependant, après chaque soirée grandiose, la dure réalité reprenait ses droits. Lorsque les invités partaient, les domestiques transportaient des montagnes de vaisselle sale dans la cuisine. À la fin du XIXe siècle, le processus de lavage de la vaisselle représentait un travail pénible, dangereux et destructeur. L'eau chaude ne coulait pas du robinet, il fallait la chauffer pendant des heures dans de lourdes chaudières en fonte sur un poêle à bois. Le savon de l'époque n'avait rien à voir avec les produits doux d'aujourd'hui. C'était un pain dur et alcalin, bouilli à partir de graisse animale et de lessive qui rongeait la peau des mains. Les femmes de chambre, fatiguées après une longue soirée, se tenaient au-dessus de bassines en bois ou en cuivre, essayant de laver la graisse et les restes de nourriture dans une eau trouble et savonneuse. Dans ces conditions, les catastrophes étaient inévitables. Le porcelain glissant de savon échappait des mains fatiguées. Chaque matin, après le dîner de gala, Joséphine attendait avec horreur des nouvelles de la cuisine. De temps en temps, elle découvrait de nouveaux éclats sur ses précieuses assiettes du XVIIe siècle et parfois, on ne lui apportait que des débris de ce qui, la veille encore, était une œuvre d'art. L'irritation de Joséphine grandissait à chaque soucoupe brisée. Elle essayait de punir les domestiques, leur faisait des réprimandes, mais rien n'y faisait. Le facteur humain, la fatigue et l'eau savonneuse glissante triomphaient toujours. Désespérée par un nouvel objet cassé de son service préféré, Joséphine prit une décision radicale. Elle annonça qu'à partir de maintenant, elle laverait elle-même la précieuse porcelaine. Cette décision lui semblait le seul moyen de sauver l'héritage familial. Mais en quelques jours, son enthousiasme s'est estompé. Joséphine fut confrontée à la dure réalité du travail de cuisine au XIXe siècle. Ses mains aristocratiques devinrent rouges et craquelées à cause du savon caustique et de l'eau bouillante. Les longues heures passées debout au-dessus de l'évier lui causaient des douleurs au dos.
C'est à ce moment-là, en regardant ses mains abîmées et la montagne de vaisselle sale, qu'elle réalisa. Les mains humaines ne sont pas faites pour ce travail. Le processus devait être automatisé. Selon les témoignages historiques, c'est alors qu'elle prononça dans sa maison la phrase devenue par la suite légendaire « Si personne d'autre n'invente le lave-vaisselle, je le ferai moi-même ». L'idée n'est pas sortie de nulle part. L'inventivité était dans les gènes de Joséphine. Son père, John Garris, était un ingénieur civil qui a participé à la conception de nombreux ouvrages d'infrastructure. Mais l'héritage de son arrière-grand-père était encore plus impressionnant. Il s'agissait de John Fitch, un homme qui, à la fin du XVIIIe siècle, bien avant Robert Fulton, a conçu et construit le premier bateau à vapeur fonctionnel d'Amérique. Le génie de l'ingénierie était inscrit dans son ADN, bien qu'elle n'ait jamais reçu de formation technique formelle. Joséphine commença à étudier les tentatives précédentes de mécanisation de ce processus. Il s'avéra qu'elle n'était pas la première à songer à la vaisselle. Dès 1850, l'inventeur Joel Houghton breveta une machine en bois actionnée par une roue à main qui projetait de l'eau sur la vaisselle. Plus tard, en 1865, un certain L.A. Alexander perfectionna ce concept en y ajoutant un système d'engrenage. Mais ces deux machines étaient absolument peu pratiques. Elles étaient fabriquées en bois, qui se ramollissaient rapidement, pourrissaient et commençaient à fuir. De plus, les inventeurs tentaient d'imiter mécaniquement les mouvements des mains humaines en utilisant des brosses qui ne faisaient que répandre la saleté et cassaient toujours la vaisselle. Joséphine comprit la principale erreur de ses prédécesseurs. Pour que la vaisselle reste intacte, elle ne devait pas bouger. C'est l'eau qui devait bouger. Ce fut une illumination révolutionnaire. Au lieu de frotter les assiettes avec des brosses, il fallait les fixer solidement en un seul endroit et les inonder de jets d'eau chaude savonneuse à haute pression. Peut-être que ce projet serait resté une simple passion excentrique d'une dame fortunée, n'eût été un tragique coup du sort. En octobre 1883, William Cochrane tomba soudainement malade et mourut peu après. Le monde de Joséphine s'écroula du jour au lendemain. Elle avait 44 ans et se retrouva veuve. Mais le véritable coup de massue fut la lecture du testament et l'examen des comptes financiers de son défunt mari. Il s'avéra que la vie extérieurement prospère et luxueuse de la famille n'était qu'une illusion. William ne laissa derrière lui qu'une minuscule somme d'argent liquide et des dettes colossales se chiffrant à des milliers de dollars. En un clin d'œil, Joséphine passa d'une mondaine aisée à une veuve au bord de la ruine. Elle n'avait pas de profession, pas de revenus stables, et dans la société de la fin du XIXe siècle, une femme avait très peu de possibilités de gagner une somme d'argent aussi énorme. Les illusions s'effondrèrent, laissant place à une peur froide et pragmatique. C'est à ce moment-là que les plans de lave-vaisselle qu'elle avait conçus pour préserver la porcelaine prirent une toute autre signification. La machine cessa d'être un simple caprice d'une maîtresse de maison fatiguée. Elle devint son seul billet pour le salut, la paille à laquelle Joséphine devait s'accrocher pour échapper à la misère. Il ne lui suffisait pas d'imaginer un concept. Elle devait créer un prototype fonctionnel, obtenir un brevet, organiser la production et convaincre le monde qu'une machine pouvait laver la vaisselle mieux qu'un humain. C'est ainsi que Joséphine Cochrane se retrouva dans une remise à bois froide par un matin glacial de décembre 1883. Elle y avait transporté tous ses croquis, comprenant que le secret du succès résidait dans la bonne fixation de la vaisselle. Elle commença par l'élément le plus basique, les compartiments. Elle mesura chaque assiette au millimètre près pour ensuite plier un fil de cuivre rigide en panier parfait. Dans ces paniers, les assiettes devaient être placées sur la tranche, séparées par des cloisons métalliques, afin que l'eau puisse les baigner librement de tous les côtés et qu'elles ne se touchent pas entre elles. Cependant, créer un dessin et plier un fil, c'est une chose. Construire une machine lourde avec des pompes, des chaudières en cuivre et un système de poulies était une tâche qui demandait une force physique brute et les compétences professionnelles d'un mécanicien. Joséphine comprit qu'elle avait besoin d'un assistant,
quelqu'un qui pourrait traduire sa vision d'ingénieur en métal et en bois sans poser trop de questions ni essayer de s'approprier l'idée. Pour concrétiser ses plans complexes, Joséphine avait besoin d'un mécanicien expérimenté. Il lui fallait quelqu'un capable de travailler le métal, les tuyaux et les soupapes, mais qui soit aussi prêt à écouter les instructions d'une femme sans diplôme d'ingénieur. Elle trouva une telle personne en la personne de George Butters, un mécanicien jeune mais incroyablement talentueux, qui travaillait pour l'Illinois Central Railroad. Butters était d'abord très sceptique. Une femme, inventeur à la fin du 19e siècle, était une rareté, suscitant plus d'incompréhension que de respect, et l'idée de laver la vaisselle à l'aide d'une machine encombrante semblait à beaucoup une pure absurdité. Cependant, après avoir étudié les plans détaillés de Joséphine et constaté sa détermination inébranlable, il accepta de l'aider. À partir de ce moment, le hangar froid dans la cour arrière du manoir Cochrane se transforma en un véritable laboratoire secret. L'hiver de 1883 et toute l'année 1884 qui suivit se déroulèrent dans un travail continu et acharné. Imaginez l'atmosphère à l'intérieur de cette remise. Une épaisse odeur de métal chaud, d'huile de machine et de bois humide flotte dans l'air. George Butters, vêtu d'un lourd tablier maculé de suie, manie des outils massifs, travaillant la tôle de cuivre et les tuyaux de fer. Joséphine, oubliant les manières d'une dame de la haute société, se tient à ses côtés, dirigeant le processus et apportant des ajustements à la volée, en consultant ses carnets remplis d'écritures. La base de leur construction était une grande chaudière en cuivre capable de supporter des températures élevées. À l'intérieur de cette chaudière se trouvait une roue en bois posée horizontalement. Sur cette roue était installée l'innovation principale de Joséphine, ces mêmes grilles individuelles en fil de cuivre rigide qu'elle avait tissées de ses propres mains pendant des semaines. Les paniers étaient conçus avec une telle finesse pour maintenir les assiettes, les tasses et les soucoupes à un angle strict, sans leur permettre de bouger d'1 millimètre sous la pression de l'eau. Mais comment faire travailler l'eau à la place des mains humaines et des brosses rigides? Au fond de la chaudière en cuivre, ils ont installé 2 puissantes pompes à piston. Dans la première version de la machine, ces pompes étaient actionnées manuellement. L'utilisateur devait tourner une lourde manivelle située à l'extérieur du boîtier. En tournant la manivelle, les pompes aspiraient l'eau chaude savonneuse du fond de la chaudière et la refoulaient sous une énorme pression à travers un système de tuyaux vers le haut. L'eau s'abattait sur la vaisselle comme une violente averse tropicale, tandis que la roue avec des paniers en fil de fer tournait lentement, présentant chaque assiette sous les jets cinglants. Ce fut un triomphe absolu de l'hydraulique sur le frottement mécanique. Le jour des premiers tests complets était arrivé. C'était le moment de vérité dont dépendait l'avenir de la veuve, accablée par des dettes colossales. Joséphine apporta de la cuisine plusieurs dizaines d'assiettes sales avec des restes de nourriture séchée et de graisse figée. Elle les plaça soigneusement dans les compartiments en cuivre de sa machine. Butters versa dans la chaudière de l'eau bouillante intense, mélangée à une solution savonneuse agressive. Le lourd couvercle de la chaudière fut hermétiquement fermé. Butters saisit fermement la poignée métallique et commença à la faire tourner. D'abord, un grincement métallique aigu retentit, puis le grondement sourd des pompes. À l'intérieur du cylindre de cuivre, une véritable tempête faisait rage. De l'extérieur, on entendait les puissants courants d'eau frapper violemment les parois de la chaudière et laver la porcelaine cachée à l'intérieur. Joséphine resta immobile, tendant l'oreille à chaque son. Sa principale peur paralysante était le tintement du verre brisé. Si la porcelaine se cassait, tout le concept s'effondrerait. Mais à l'intérieur, seul le bruit régulier de l'eau et le grincement rythmique de la roue qui tournait se faisaient entendre. Après quelques minutes tendues, Butters arrêta le mécanisme. Ils ouvrirent lentement le couvercle.
Un nuage de vapeur épaisse et brûlante frappa le visage des inventeurs. Lorsque le brouillard blanc se dissipa un peu, Joséphine vit un miracle. Les assiettes étaient absolument propres, brillantes, grinçantes de propreté. L'eau chaude, sous pression, avait non seulement éliminé toute la graisse, mais avait également chauffé la porcelaine elle-même, à tel point qu'au contact de l'air frais, la vaisselle se séchait d'elle-même, sans avoir besoin d'être essuyée avec un torchon en lin. Et, plus important encore, pas une seule fissure, pas un seul éclat. La machine fonctionnait parfaitement. Consciente du potentiel colossal de son invention et de sa fonctionnalité, Joséphine s'est immédiatement mise à la procédure de brevet. À cette époque, le processus de dépôt d'une demande auprès de l'Office des brevets des États-Unis était une affaire longue, coûteuse et extrêmement bureaucratique. Elle a dû engager des dessinateurs, préparer des schémas d'ingénierie parfaits, décrire chaque soupape, chaque engrenage et prouver par des documents la nouveauté de sa méthode. Une méthode utilisant la pression de l'eau au lieu d'une action mécanique. Le 28 décembre 1886, 3 années difficiles après la mort de son mari, Joséphine Cochrane obtint le brevet tant attendu, numéro 3, 155 139, pour sa lave-vaisselle. Ce fut un document historique confirmant officiellement son statut d'inventrice au niveau de l'État. Mais le papier timbré du gouvernement, aussi précieux soit-il, ne pouvait pas payer les factures des créanciers. Le brevet n'était que la première étape d'un long et épineux chemin vers la commercialisation. Ayant en main un prototype fonctionnel et une protection par brevet, Joséphine commença à proposer son invention. Il était logique de supposer que ses premières clientes et les plus fidèles seraient des ménagères tout aussi épuisées par le quotidien qu'elles l'avaient été autrefois. Elle commença à écrire des lettres à des connaissances fortunées, leur proposant de fabriquer et d'installer la machine chez elle. Cependant, la réaction du public fut glaciale. Les ménagères refusaient massivement d'acheter l'appareil. Les raisons de cet échec résidaient dans les dures réalités de la vie domestique du XIXe siècle. Premièrement, la machine était trop encombrante et ne rentrait tout simplement pas dans les cuisines standards, souvent exiguës, de l'époque. Deuxièmement, son fonctionnement efficace nécessitait une énorme quantité d'eau bouillante. L'approvisionnement centralisé en eau chaude était rare, et l'eau devait encore être chauffée pendant des heures dans des chaudières sur une cuisinière à bois, ce qui rendait le processus d'utilisation de la machine presque aussi laborieux que le lavage à la main. Troisièmement, l'appareil coûtait très cher. Les maris, qui contrôlaient à l'époque seuls le budget familial, ne voyaient aucun intérêt économique à dépenser des centaines de dollars pour un mécanisme complexe, alors que le travail manuel des domestiques coûtait quelques centimes. Pourquoi acheter une coûteuse machine en cuivre quand on pouvait embaucher une jeune femme de chambre pour quelques dollars par semaine? Confrontés à l'indifférence glaciale du secteur privé, de nombreux inventeurs auraient sans doute baissé les bras et admis leur défaite. Mais les dettes de Joséphine n'avaient pas disparu. La menace de faillite la talonnait, et sa confiance en la veuve n'avait fait que se renforcer. Si les familles ordinaires n'avaient pas besoin de sa machine, raisonnait-elle, alors il fallait trouver ceux pour qui faire la vaisselle n'était pas juste une corvée domestique, mais un problème industriel à grande échelle, ceux qui, chaque jour, sont confrontés à la nécessité de laver non pas des dizaines, mais des milliers d'assiettes, de verres et de couverts. Son regard pénétrant se posa sur les hôtels grandioses et les restaurants luxueux de Chicago. C'était un tout autre monde. Un monde rude de commerce, de concurrence acharnée et d'hommes d'affaires pragmatiques, nullement habitués à mener de sérieuses négociations commerciales avec des femmes sans escorte masculine. Pour vendre sa voiture, cette veuve de près de 50 ans devait sortir de l'ombre protectrice de son manoir et se rendre directement dans les halls des plus grands hôtels, défiant toutes les normes sociales et les préjugés de son époque difficile. Sortir de l'ombre du manoir pour entrer dans le monde rude du Chicago des affaires de la fin du XIXe siècle relevait de la folie pour Joséphine Cochrane. Une femme de sa condition ne devait pas apparaître en public sans être accompagnée de son père, de son mari ou de son frère.
Mais Joséphine était une veuve endettée, et elle n'avait d'autre choix que de devenir sa propre agente commerciale. Elle emballa ses plans, quelques modèles réduits de paniers en fil de fer, et se rendit à Chicago, une ville qui, à cette époque, se relevait rapidement du grand incendie et se transformait en le cœur industriel de l'Amérique. Sa première cible fut le célèbre hôtel Palmer House, un bâtiment grandiose, symbole de luxe et de richesse, qui accueillait quotidiennement des milliers de clients. Joséphine entra dans le hall de l'hôtel, ignorant les regards surpris des portiers et des réceptionnistes. Elle demanda à rencontrer le directeur. Imaginez la scène. Une femme en robe noire de deuil, sans lettre de recommandation, sans escorte masculine, entre dans le bureau d'un homme d'affaires influent et déclare qu'elle peut résoudre l'un des problèmes les plus coûteux de son activité de restauration. À cette époque, les grands hôtels subissaient des pertes colossales à cause de la vaisselle cassée. Au Palmer House, la vaisselle était un travail physique éreintant. Des dizaines d'employés de plonge travaillaient dans des sous-sols étouffants et humides, glissant sur le sol mouillé, se brûlant les mains dans des cuves d'eau bouillante et de lessive. La fatigue et la précipitation entraînaient inévitablement la casse de centaines d'articles de porcelaine hôtelière coûteuse chaque semaine. C'était une dépense énorme que les propriétaires d'hôtels considéraient comme un mal nécessaire. Joséphine étendit ses plans sur le bureau du directeur de Palmer House. Elle n'essayait pas de lui vendre un confort pour les ménagères. Elle parlait le langage des chiffres et des profits. Elle expliqua que sa machine pouvait laver et sécher 240 assiettes en seulement 2 minutes. Et, plus important encore, grâce à une fixation immobile dans des paniers en cuivre, la vaisselle ne se casserait pas. Le directeur, intrigué par l'audace de la veuve et la perspective de réduire les pertes, accepta l'installation de la première machine commerciale dans le sous-sol de son hôtel. C'était un pari risqué. Si la machine tombait en panne, la réputation de Joséphine serait détruite à jamais. Mais lorsque George Butters installa le volumineux appareil en cuivre dans la cuisine du Palmer House et mit les pompes en marche, les résultats dépassèrent toutes les attentes. La machine fonctionna sans faille. Non seulement elle lavait la vaisselle plus vite qu'une brigade entière de travailleurs, mais elle la stérilisait également à l'eau bouillante, ce qui était incroyablement important pour les normes sanitaires de l'hôtel. La rumeur du succès au Palmer House se répandit rapidement dans les milieux d'affaires de Chicago. Bientôt, Joséphine reçut des commandes d'autres établissements prestigieux, le Tremont House Hotel et le Sherman House Restaurant. Pour répondre à la demande croissante, elle enregistra officiellement sa propre entreprise de fabrication de lave-vaisselle en 1888. Ce fut un événement sans précédent. Joséphine Cochrane devint l'une des premières femmes de l'histoire des États-Unis à fonder et diriger une grande entreprise de construction mécanique. Cependant, la véritable percée qui devait faire connaître son nom dans le monde entier eut lieu en 1893. Cette année-là, Chicago accueillait l'exposition universelle colombienne, un événement international grandiose dédié au 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. L'exposition visait à présenter les plus grandes réalisations de l'humanité dans les domaines de la science, de la technologie et de la culture. Des millions de personnes du monde entier affluaient vers la Ville Blanche, spécialement construite sur les rives du lac Michigan. Joséphine comprenait que c'était sa chance unique. Elle devait présenter son invention lors de cette exposition pour accéder au marché international. Mais obtenir un emplacement dans le pavillon de l'ingénierie s'est avéré incroyablement difficile. Les organisateurs masculins regardaient l'invention d'une femme avec scepticisme. De plus, l'exposition présentait les véritables géants technologiques de l'époque. D'énormes machines à vapeur, les premières dynamos électriques, les télégraphes et les phonographes de Thomas Edison. Leur lave-vaisselle leur semblait trop prosaïque et terre-à-terre face à ces merveilles. Mais Joséphine n'avait pas l'habitude de reculer. Elle obtint non seulement une place à l'exposition, mais aussi la possibilité de présenter sa machine en action. 9 énormes lave-vaisselle Cochrane
furent installés dans les pavillons et les restaurants du site de l'exposition. Et c'est ici, au milieu du bruit et de l'agitation de milliers de visiteurs, que le véritable miracle se produisit. Les machines de Joséphine travaillaient sans relâche, lavant des montagnes de vaisselle sale après des milliers de déjeuners et dîners. Les restaurateurs et hôteliers du monde entier regardaient avec admiration comment les énormes appareils en cuivre accomplissaient un travail qui auparavant nécessitait une armée de serviteurs. Mais la reconnaissance la plus importante de Joséphine ne vint pas des hommes d'affaires, mais du jury officiel de l'exposition. En 1893, l'invention de Joséphine Cochrane reçut la plus haute distinction de l'exposition universelle de Chicago. Le diplôme officiel du jury indiquait que le prix était décerné pour la meilleure conception mécanique, la durabilité et l'adaptation à la ligne de travail. Ce fut un triomphe absolu. Une femme, sans formation d'ingénieur, qui avait créé son premier prototype dans un hangar à bois froid pour sauver sa précieuse porcelaine, l'emporta sur des ingénieurs professionnels masculins sur la plus grande scène technologique du monde. Après l'exposition, les commandes affluèrent de tout le pays. Les hôpitaux, les universités, les grands restaurants et les hôtels de luxe faisaient la queue pour les machines Cochrane. En 1897, Joséphine ouvrit sa première véritable usine près de Chicago, engageant George Butters comme ingénieur en chef et directeur de production. Elle dirigea personnellement l'usine, supervisa la qualité de chaque pièce et continua d'améliorer la conception, brevetant plusieurs améliorations supplémentaires, dont un système de bras rotatifs pour la pulvérisation d'eau. Joséphine Cochrane a dirigé sa société jusqu'à sa mort. Elle est décédée le 3 août 1913 à l'âge de 74 ans, femme prospère, respectée et financièrement indépendante. Son entreprise a survécu à sa fondatrice. En 1916, l'entreprise a été rachetée par la Hobart Corporation, qui a ensuite créé la célèbre marque d'appareils électroménagers KitchenAid. Il est intéressant de noter que le rêve de Joséphine de voir sa machine dans chaque foyer et de faciliter la vie des ménagères ordinaires ne s'est pas réalisé de son vivant. Les lave-vaisselle domestiques ne sont devenus populaires que dans les années 50 du XXe siècle, lorsque l'architecture des cuisines a changé, que l'approvisionnement centralisé en eau chaude est apparu et que des détergents doux ont remplacé le savon dur. Mais chaque fois qu'une personne moderne charge de la vaisselle sale dans un lave-vaisselle, elle utilise une technologie dont les bases ont été posées il y a plus d'un siècle. Le désir désespéré de préserver la porcelaine familiale et d'éviter l'effondrement financier a poussé une mondaine de l'Illinois à défier les normes sociales, à maîtriser la mécanique, à conquérir le monde des affaires de Chicago et à changer à jamais l'histoire des technologies domestiques. Joséphine Cochrane a prouvé que la véritable invention ne naît pas seulement dans les murs des laboratoires académiques, mais aussi là où le besoin pressant rencontre une volonté humaine inflexible.